Installez-vous confortablement dans votre lit, laissez votre tête s'enfoncer doucement dans l'oreiller et permettez à votre corps de se détendre complètement, muscle après muscle, comme si vous vous enfonciez dans un nuage de plumes et de douceur. Fermez les yeux maintenant, tout simplement sans effort, et sentez vos paupières devenir lourdes, si lourdes qu'elles ne demandent qu'à rester closes, protégeant vos yeux fatigués de la lumière du monde. Votre respiration devient naturellement plus lente, plus profonde, et vous n'avez rien à faire d'autre que de l'observer, comme on observe les vagues qui viennent lécher le sable d'une plage au crépuscule, dans un mouvement perpétuel et apaisant. Imaginez que chaque inspiration apporte avec elle une vague de calme et de sérénité qui se répand dans votre poitrine, puis dans vos épaules, puis le long de vos bras jusqu'au bout de vos doigts. Chaque expiration emporte avec elle les tensions de la journée, les pensées qui tourbillonnent, les préoccupations qui alourdissent votre esprit comme des pierres que vous déposez une à une au bord du chemin. Votre front se détend, les petits muscles autour de vos yeux se relâchent, votre mâchoire s'entr'ouvre légèrement, libérant cette zone où nous accumulons tant de stress sans même nous en rendre compte. Vos épaules s'affaissent maintenant, abandonnant cette posture de protection que nous maintenons si souvent durant nos journées, et elles s'écartent légèrement l'une de l'autre, s'ouvrant comme les pétales d'une fleur qui accueille la rosée du matin. Vos bras reposent de chaque côté de votre corps, ou sur votre ventre, peu importe, ils sont exactement là où ils doivent être, dans cette position parfaite qui leur permet de ne plus porter, ne plus tenir, ne plus faire quoi que ce soit. Vos mains se délient, les doigts se séparent naturellement, et toute cette énergie qui circulait en eux durant la journée s'écoule maintenant dans le matelas, dans les draps, se dissout dans la pénombre apaisante de votre chambre. Et votre colonne vertébrale s'allonge sur le matelas, vertèbre après vertèbre, et vous sentez peut-être ce léger étirement, cette sensation agréable de votre dos qui se décompresse après toutes ces heures passées debout ou assis. Vos hanches s'ouvrent, vos cuisses deviennent pesantes, et cette pesanteur est délicieuse, c'est le signe que vos muscles se relâchent, enfin, qu'ils acceptent de lâcher prise et de se reposer. Vos mollets s'enfoncent dans le matelas, vos chevilles se détendent et vos pieds, ces pieds qui vous ont porté toute la journée, peuvent enfin se reposer complètement, les orteils détendus, la voûte plantaire relâchée. Maintenant, nous allons voyager ensemble dans le temps et dans l'espace, à travers une histoire qui traverse les millénaires, une histoire de lumière et de transparence, de sable qui devient miracle, d'artisans qui transforment le feu en beauté. C'est l'histoire du verre, cette matière extraordinaire qui a changé notre façon de voir le monde, littéralement et métaphoriquement. Laissez les images venir à vous doucement, sans effort, comme des souvenirs qui remonteraient d'un rêve ancien, et permettez à votre esprit de flotter dans ces paysages lointains, ces époques révolues, où chaque geste était lent, chaque création était une méditation. Sur les rivages de la Méditerranée orientale, il y a plus de 3000 ans, le soleil brûlant fait scintiller le sable fin, qui s'étend à perte de vue, un sable d'un blanc presque aveuglant, composé de minuscules cristaux de quartz, que les vagues ont polis pendant des millénaires, leur donnant cette texture particulière, cette finesse que l'on retrouve nulle part ailleurs. Les marchands phéniciens, ces navigateurs intrépides qui sillonnent toute la Méditerranée avec leurs navires aux voiles pourprés, ont établi leur comptoir le long de ces côtes, et c'est ici, dans cette région que nous appelons aujourd'hui le Liban, que va naître une découverte qui changera le cours de l'histoire humaine. Imaginez la scène avec une précision infinie, sentez la chaleur du soleil sur votre peau, même à travers les siècles qui nous séparent de ce moment. Un groupe de marchands fait halte, pour la nuit sur une plage isolée, loin de toute habitation, là où seul le murmure des vagues vient troubler le silence du crépuscule. Ils allument un feu pour préparer leur repas. Et comme il n'y a pas de pierre dans les environs pour soutenir leur marmite au-dessus des flammes, ils utilisent des blocs de natron, ce carbonate de sodium qu'ils transportent dans leur cale, une substance cristalline qu'ils destinent au commerce et qui sert notamment à la fabrication du savon et à la conservation des aliments. Le feu brûle toute la nuit, alimenté par le bois flotté que la mer a déposé sur le rivage, et les flammes dansent dans l'obscurité, projetant des ombres mouvantes sur le sable. La température monte, portée par le vent qui ravive sans cesse les braises. Et dans cette alchimie accidentelle du sable siliceux et du natron chauffé à très haute température,
quelque chose d'extraordinaire se produit au petit matin. Lorsque les marchands reviennent examiner les restes de leur foyer, ils découvrent avec étonnement que le sable a fondu, s'est mélangé au natron et s'est transformé en une substance qu'ils n'ont jamais vue auparavant, une matière brillante, lisse, translucide, qui capte la lumière du soleil levant et la renvoie en mille éclats scintillants. Le verre vient de naître, même si cette légende racontée par Pline l'Ancien est probablement embellie par le temps, car les archéologues ont retrouvé des perles de verre datant de bien plus longtemps encore, peut-être 4000 ans avant notre ère, en Mésopotamie et en Égypte, mais peu importe la vérité historique exacte. Ce qui compte, c'est cette image du sable qui se transforme, de la matière opaque qui devient transparente, du solide qui passe par l'état liquide avant de se figer à nouveau dans une forme nouvelle, miraculeuse. Dans les ateliers égyptiens de l'Antiquité, sous le règne des pharaons, qui font construire ces pyramides monumentales qui défient encore aujourd'hui notre compréhension, des artisans développent l'art du verre avec une patience et une dévotion qui confine au sacré. Ils ne savent pas encore souffler le verre. Cette technique viendra bien plus tard, mais ils maîtrisent déjà l'art de modeler cette matière précieuse, de lui donner des formes, de l'enrichir de couleurs éclatantes qui évoquent les pierres précieuses que seuls les plus riches peuvent s'offrir. Imaginez un atelier baigné par la lumière dorée du soleil qui filtre à travers les persiennes de bois, un espace empli de la chaleur des fours qui ne s'éteignent jamais complètement, car le verre doit être maintenu à une température constante pour ne pas se fissurer. L'air vibre sous l'effet de cette chaleur, créant des mirages tremblants, et dans cette atmosphère presque irréelle, les artisans s'affairent avec des gestes lents et précis, répétés depuis des générations, transmis de maître à apprenti dans un enseignement qui passe autant par l'observation que par la parole. Le maître verrier se tient devant son four, un four construit en briques d'argile réfractaires qui peuvent résister aux températures extrêmes nécessaires à la fusion du verre, des températures qui dépassent les 1000 degrés et qui transformeraient en cendres n'importe quelle matière ordinaire. Dans de grands creusets terre cuite, le mélange de sable et de natron, auquel on a ajouté de la chaux pour stabiliser le tout, se transforme lentement en une masse visqueuse et incandescente, d'un orange lumineux qui pulse comme un cœur vivant. Cette fusion prend des heures, parfois une journée entière, et il faut constamment surveiller, ajuster la température, ajouter du combustible, vérifier la consistance du verre en fusion. Lorsque le verre est prêt, le maître y plonge une tige de métal, un long bâton qui lui permet de prélever une petite quantité de cette matière en fusion sans se brûler, et il retire une boule brillante et visqueuse qui coule comme du miel épais, s'étirant en fils translucide. Il ne dispose que de quelques minutes, peut-être même quelques secondes selon la température, pour travailler cette matière avant qu'elle ne refroidisse et ne devienne trop rigide pour être modelée. Avec une dextérité acquise au fil de décennies de pratique, il enroule ce verre chaud autour d'un noyau d'argile ou de sable, créant ainsi la forme intérieure du vase qu'il veut réaliser. Puis vient l'application des couleurs. Ces pigments précieux obtenus à partir de métaux et de minéraux broyés finement, l'or qui donne le rouge rubis, le cuivre qui offre ce bleu-vert profond rappelant la turquoise, le cobalt qui produit ce bleu intense comme le lapis-lazuli. Le maître dépose ses poudres sur le verre encore chaud, et elles fondent instantanément, créant des motifs en zigzag, des spirales, des points, des lignes ondulantes qui évoquent les vagues du Nil ou les plumes des oiseaux sacrés. Chaque mouvement est calculé, réfléchi, et pourtant il y a dans ce geste quelque chose de fluide, de presque dansant, comme si l'artisan ne faisait qu'accompagner le verre dans sa transformation naturelle. L'objet doit ensuite refroidir très lentement, sur plusieurs jours parfois, placé dans un four spécial où la température descend graduellement, degré par degré, pour éviter que le verre ne se brise sous l'effet du choc thermique. Ce refroidissement lent, qu'on appelle recuit, est crucial. C'est lui qui donne au verre sa solidité, sa durabilité, sa capacité à traverser les millénaires pour parvenir jusqu'à nous, témoins fragiles et pourtant résistants d'une époque disparue, dans la pénombre fraîche d'un tombeau égyptien, scellé il y a 3000 ans, et oublié sous les sables du désert, jusqu'à ce qu'un archéologue le découvre au début du XXe siècle, repose un petit flacon de verre aux couleurs éclatantes, bleu turquoise strié de jaune d'or, à peine plus grand qu'un pouce humain,
et qui contenait autrefois du kohl, ce phare noir que les Égyptiens appliquaient autour de leurs yeux autant pour des raisons esthétiques que pour se protéger du soleil aveuglant du désert. Ce flacon a survécu intact, miraculeusement préservé par la sécheresse du climat, et lorsque l'archéologue le prend dans ses mains gantées, il peut encore voir à travers le verre. Cette transparence qui a défié le temps, cette clarté qui semble intemporelle. Les siècles passent, les empires se succèdent. L'Égypte des pharaons laisse place à la Grèce classique, puis à Rome qui étend progressivement sa domination sur tout le bassin méditerranéen. Et c'est dans cet empire romain, au 1er siècle avant notre ère, quelque part sur la côte syrienne, qu'un artisan anonyme, dont le nom s'est perdu dans les brumes du temps, mais dont l'héritage perdure encore aujourd'hui, va révolutionner l'art du verre en inventant la technique du soufflage. Imaginez ce moment de découverte, cet instant où quelqu'un, peut-être par accident, peut-être après des années d'expérimentation, comprend qu'en soufflant de l'air dans une masse de verre en fusion, on peut créer une bulle, une forme creuse, et que cette bulle peut être modelée, étirée, façonnée en n'importe quelle forme. C'est une révolution comparable à l'invention de la roue ou de l'écriture, car soudain le verre n'est plus réservé aux élites, il devient accessible, rapide à produire, et les possibilités créatives deviennent infinies. Le souffleur de verre se tient devant son four, une canne creuse en métal dans les mains, cette longue tige d'environ 1,50 m qui va devenir le prolongement de son souffle, l'outil qui lui permettra de donner vie au verre. Il plonge l'extrémité de la canne dans le creuset rempli de verre en fusion, et il la fait tourner lentement, très lentement, comme on enroule du miel autour d'une cuillère, et une boule de verre liquide se forme à l'extrémité, brillante et incandescente, pulsant de sa propre chaleur interne. Puis, dans un geste qui demande un contrôle du souffle d'une précision extrême, il porte la canne à ses lèvres, protégée par un linge humide pour ne pas se brûler au contact de métal chauffé, et il souffle doucement, régulièrement, et vous pouvez presque entendre ce souffle, ce murmure d'air qui pénètre dans la masse de verre et commence à la gonfler de l'intérieur. La bulle grossit, s'étire, prend forme, et le souffleur continue de tourner la canne, encore et encore, car s'il s'arrête, ne serait-ce qu'un instant, la gravité ferait s'affaisser le verre d'un côté, ruinant la symétrie parfaite de la forme. Il travaille dans une sorte de transe, concentré, mais détendu, ses gestes fluides, témoignant de milliers d'heures de pratique, et autour de lui ses assistants à faire, l'un tenant les outils nécessaires, l'autre préparant le four de recuit, un troisième apportant des tiges de verre colorées. Si le maître veut ajouter des décorations, l'atelier résonne du bruit métallique des outils qui s'entrechoquent, du crépitement du feu, du souffle rythmé du maître verrier, et dans cette symphonie industrielle se crée la beauté. Le souffleur peut créer n'importe quelle forme maintenant, des coupes élégantes qui semblent défier la gravité tant leurs parois sont fines, des bouteilles au col étroit et au ventre rond, des plats larges et peu profonds, des vases hauts et élancés. Il peut ajouter des anses en soudant des boudins de verre encore chauds, créer des motifs en relief en pinçant le verre avec des tenailles spéciales, incorporer des fils de verre colorés qui dessinent des spirales hypnotiques. Chaque pièce est unique, car même en répétant les mêmes gestes, il y a toujours de minuscules variations, des accidents heureux, des moments où le verre semble avoir sa propre volonté et guide la main de l'artisan plutôt que l'inverse. Dans les villes romaines, le verre devient omniprésent, on le retrouve dans chaque maison, même les plus modestes, sous forme de gobelets, d'assiettes, de bouteilles pour conserver l'huile et le vin. Les Romains découvrent aussi que le verre, contrairement à la céramique, ne garde pas le goût des aliments précédents, qu'il peut être nettoyé facilement, qu'il est imperméable et hygiénique. Mais surtout, ils découvrent que le verre est transparent, et cette transparence va changer leur rapport au monde, car pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on peut voir à travers un objet solide. Les fenêtres en verre font leur apparition, d'abord dans les thermes publics et les palais des riches patriciens, puis progressivement dans les maisons ordinaires. Imaginez ce que cela représente, cette possibilité nouvelle de laisser entrer la lumière tout en restant protégé du vent, du froid, de la pluie. Les Romains n'ont pas encore la technique pour créer de grandes plaques de verre parfaitement plates et transparentes. Leur verre de fenêtre est épais, légèrement verdâtre à cause des impuretés présentes dans le sable, et sa surface est ondulée, créant des distorsions amusantes
qui transforme la vue extérieure en un tableau impressionniste avant l'heure. Mais même imparfait, ce verre est révolutionnaire. Il apporte la lumière dans les intérieurs sombres. Il permet d'observer la rue sans être vu clairement. Il crée cette frontière poreuse entre l'intérieur. Dans les bains publics, les grandes baies vitrées laissent passer les rayons du soleil, qui viennent réchauffer l'eau des bassins, créant cette atmosphère vaporeuse et dorée, où les corps se détendent après une longue journée de labeur. La chute de l'Empire romain d'Occident, au 5e siècle de notre ère, marque un tournant dans l'histoire du verre européen. Les invasions barbares, le chaos politique, l'effondrement des routes commerciales et des structures économiques font que de nombreuses techniques se perdent ou survivent seulement dans quelques centres isolés. Pendant plusieurs siècles, que les historiens appellent parfois le Haut Moyen Âge, le verre redevient rare et précieux en Europe occidentale, réservé à l'Église et aux très grands seigneurs. Mais dans l'Empire byzantin, héritier de Rome en Orient, et dans le monde arabe, qui connaît un âge d'or scientifique et artistique extraordinaire, l'art du verre continue de se développer, atteignant des sommets de raffinement technique et esthétique que l'Occident ne retrouvera pas avant plusieurs siècles. À Damas, au Caire, à Bagdad, des ateliers produisent des verres d'une finesse et d'une beauté stupéfiantes, décorés de motifs géométriques complexes, de calligraphie arabe, qui transforment les versets du Coran en pure beauté visuelle, des mots colorés qui brillent comme des pierres précieuses. La technique de l'émaillage sur verre, en particulier, atteint une perfection inégalée dans le monde islamique médiéval. Les artisans broient finement des oxydes métalliques, les mélangent à des fondants et à des liants, puis les appliquent sur des objets de verre déjà formés, avant de les recuire à une température précisément contrôlée qui fait fondre l'émail, et le fusionne au verre sans déformer l'objet lui-même. Le résultat est d'une beauté à couper le souffle, des couleurs intenses et brillantes, du bleu cobalt profond, du vert émeraude, du rouge vermillon, du blanc laiteux, qui se détachent sur le fond transparent ou légèrement teinté du vert. Ces objets voyagent le long des routes commerciales qui relient l'Orient à l'Occident, apportés par les marchands vénitiens et génois qui entretiennent des comptoirs dans tout le bassin méditerranéen malgré les tensions politiques et religieuses entre chrétienté et islam. Et c'est ainsi qu'arrive dans les mains des artisans européens la connaissance de ces techniques raffinées, ces secrets de fabrication que les Orientaux ont gardés jalousement pendant des siècles. Sur une petite île de la lagune vénitienne, à quelques encablures du cœur de Venise avec ses palais somptueux et ses canaux sinueux, se trouve Murano, un nom qui va devenir synonyme d'excellence dans l'art du verre. En 1291, le gouvernement vénitien ordonne que tous les fours de verrier soient déplacés de Venise vers cette île, officiellement pour réduire les risques d'incendie dans la ville densément peuplée, mais aussi, et peut-être surtout, pour mieux contrôler cet art crucial pour l'économie et le prestige de la République. Les maîtres verriers de Murano deviennent les prisonniers dorés de leur savoir-faire, interdits de quitter l'île et de partager leurs secrets sous peine de mort, mais en échange ils jouissent de privilèges extraordinaires, ils peuvent porter l'épée comme les nobles, leurs filles peuvent épouser des patriciens, ils sont exemptés de certaines taxes. C'est un pacte faustien entre l'État et les artisans, un marché où la liberté s'échange contre la richesse et le statut. Dans les ateliers de Murano, qui fonctionnent 24 heures sur 24, car les fours ne doivent jamais s'éteindre complètement, se développent des techniques d'une complexité stupéfiante. Le cristallo, ce verre d'une transparence et d'une clarté jamais vues auparavant, obtenu par l'utilisation de cendres de plantes maritimes riches en soude et d'un sable très pur, crée l'illusion du cristal de roche, cette pierre semi-précieuse que les riches collectionneurs s'arrachent à prix d'or. Le verre de Murano devient si transparent qu'on peut lire à travers, si clair qu'il semble presque invisible, un miracle de pureté qui fascine toute l'Europe. Le millefiori, littéralement 1000 fleurs, est une technique encore plus extraordinaire, où l'on crée des baguettes de verre multicolores, chacune contenant en son cœur un motif complexe, fleurs, étoiles, spirales, puis on les coupe en tranches fines comme des confettis, et on les incorpore dans un nouvel objet de verre, créant ainsi des surfaces couvertes de centaines de petites fleurs de verre, un jardin éternel figé dans la transparence. L'aventurine, obtenue par l'ajout de cuivre dans le verre en fusion, crée un effet scintillant, comme si des milliers de minuscules étoiles étaient emprisonnées dans la matière,
rappelant la pierre d'aventurine qui a donné son nom à cette technique. Le latimo, un verre blanc opaque comme le lait, obtenu par l'ajout d'oxyde d'étain, permet de créer des objets qui ressemblent à la porcelaine, mais avec la douceur et la fraîcheur du verre. Dans la chaleur étouffante de l'atelier, le maître verrier et ses assistants travaillent dans une chorégraphie parfaitement réglée, chacun connaissant son rôle, ses gestes, le moment exact où il doit intervenir. Le garzonetto, le jeune apprenti, maintient les portes du four ouvertes ou fermées selon les besoins. Il prépare les outils, nettoie les débris de verre, observe et apprend. Le servante, plus expérimenté, aide le maître à façonner les pièces, tenant les cannes auxiliaires, appliquant les décorations, préparant les mélanges de couleurs, et le maître lui-même, le virtuose, celui qui a passé peut-être 40 ou 50 ans à perfectionner son art, crée avec une aisance qui semble défier les lois de la physique. Il peut souffler une coupe si fine que ses parois ne font pas plus d'1 millimètre d'épaisseur. Et pourtant, elle ne se brisera pas au moindre choc, car la composition chimique du verre a été perfectionnée au fil des générations pour lui donner à la fois légèreté et résistance. Il peut créer des ailes de dragon qui semblent prêtes à battre, des dauphins qui paraissent sur le point de plonger dans les vagues, des fleurs dont les pétales sont si délicats qu'ils tremblent au moindre souffle d'air. Tout cela sans moule, uniquement par la maîtrise du souffle, de la rotation de la canne, de la température du verre, des outils qui pincent et tirent. Les miroirs de Murano deviennent célèbres dans toute l'Europe, car les artisans ont développé une technique pour appliquer un amalgame d'étain et de mercure à l'arrière d'une plaque de verre, créant ainsi une surface réfléchissante d'une qualité jamais vue auparavant. Ces miroirs sont si précieux qu'un seul d'entre eux peut coûter autant qu'un navire, et les cours royales d'Europe se les arrachent, car se voir dans un miroir vénitien, c'est se voir avec une clarté, une fidélité qui transforme le simple acte de se regarder en une expérience presque mystique. La Galerie des Glaces de Versailles, ce chef-d'œuvre absolu de l'art baroque, construit sur ordre de Louis XIV pour symboliser la puissance et la magnificence de la France, devait à l'origine être entièrement équipé de miroirs vénitiens. Mais le roi Soleil, dans un acte qui mêle espionnage industriel et nationalisme économique, fait venir secrètement des artisans de Murano en France, leur offrant des sommes fabuleuses et la protection royale s'ils acceptent de révéler leurs secrets et d'établir des ateliers français. C'est ainsi que naît la manufacture royale de glace, et que la France brise le monopole vénitien, même si les maîtres verriers traîtres paient parfois leur trahison de leur vie, assassinés par des agents envoyés de Venise pour protéger les secrets de la République. Mais parallèlement à cette histoire de luxe et de raffinement, le verre connaît aussi une révolution plus humble, et pourtant peut-être plus importante pour l'évolution de l'humanité. Au XIIIe siècle, quelque part en Italie du Nord, probablement à Pise ou à Venise, un artisan dont le nom ne nous est pas parvenu invente les lunettes de lecture, ces deux lentilles convexes montées dans des cercles de métal ou de corne et reliées par un pont que l'on pose sur le nez. Cette invention, qui nous semble aujourd'hui si banale, si évidente, représente en réalité un bond technologique et conceptuel extraordinaire. Pour la première fois, l'humanité comprend qu'on peut utiliser le verre, non pas seulement comme un objet en soi, beau ou utilitaire, mais comme un outil qui modifie notre perception, qui corrige les imperfections de notre vision, qui nous permet de voir ce que nos yeux seuls ne peuvent plus voir. C'est le début d'une longue aventure qui mènera au télescope, au microscope, à toutes ces extensions de notre regard qui vont révolutionner la science. Les moines copistes, qui passent leur journée penchés sur des manuscrits à recopier patiemment, lettre après lettre, leurs yeux fatigués par des décennies de travail minutieux à la lueur tremblante des chandelles, sont parmi les premiers à adopter ces lunettes miraculeuses. Imaginez leur émerveillement lorsqu'ils découvrent qu'en regardant à travers ces morceaux de verre poli, les lettres redeviennent nettes, les enluminures retrouvent leurs détails, le travail qui devenait un supplice redevient possible, même agréable. Les lunettes prolongent leur vie active de plusieurs années, peut-être même de décennies, multipliant la production de ces manuscrits qui sont encore à cette époque les seuls moyens de préserver et de transmettre le savoir. Au XVIe siècle, en Hollande, des artisans lunetiers expérimentent avec différentes combinaisons de lentilles, associant des lentilles convexes et concaves de différentes puissances,
et ils découvrent qu'en les plaçant à une certaine distance, l'une de l'autre dans un tube, ils peuvent créer un effet de grossissement étonnant. Les objets lointains semblent soudain proches, les détails invisibles à l'œil nu deviennent clairement visibles. La lunette astronomique vient de naître, même si ce n'est encore qu'un jouet de foire, une curiosité que l'on montre sur les marchés pour amuser les badauds. Mais en 1609, à Padoue, un professeur de mathématiques du nom de Galilée entend parler de cette invention hollandaise, et avec son génie caractéristique, il comprend immédiatement les implications scientifiques de cet instrument. En quelques semaines, il construit sa propre lunette, bien plus performante que les jouets hollandais, capable d'un grossissement de 30 fois, et il la pointe vers le ciel nocturne. Ce qu'il voit cette nuit-là, et les nuits suivantes, va bouleverser notre compréhension de l'univers et notre place en son sein, à travers ces disques de verre poli, avec une précision extrême. Galilée découvre que la Lune n'est pas une sphère parfaite et lisse comme le voulait la philosophie aristotélicienne qui domine encore la pensée européenne, mais qu'elle est couverte de montagnes et de cratères, rugueuse et imparfaite comme la Terre. Il découvre les 4 plus grands satellites de Jupiter, qui tournent autour de la planète géante comme des lunes mini-nature, prouvant ainsi que la Terre n'est pas le seul centre de rotation dans l'univers. Il observe les phases de Vénus, semblables aux phases de notre Lune, ce qui ne peut s'expliquer que si Vénus tourne autour du Soleil et non de la Terre. Toutes ces observations, rendues possibles uniquement par le verre poli, en forme de lentille, viennent soutenir la théorie héliocentrique de Copernic et ébranlent les fondements même de la cosmologie médiévale. En même temps, à l'autre extrémité du spectre de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, d'autres artisans hollandais, les Janssen père et fils, puis Anthony van Leeuwenhoek, développent le microscope, un instrument qui permet d'observer le monde invisible qui grouille autour de nous et en nous. Van Leeuwenhoek, un drapier de Delft sans formation scientifique, mais doté d'une curiosité insatiable et d'une habileté manuelle extraordinaire, passe des années à perfectionner l'art de polir de minuscules lentilles, créant des microscopes capables d'un grossissement de près de 300 fois. À travers ces lentilles pas plus grandes qu'une tête d'épingle, polies avec une patience infinie jusqu'à atteindre une perfection presque absolue, il découvre un univers entier que personne n'avait jamais soupçonné. Dans une goutte d'eau de pluie, il voit grouiller des milliers de créatures minuscules, des animalcules comme il les appelle, qui nagent et tourbillonnent dans leur monde aquatique. Dans le tartre raclé sur ses propres dents, il observe les bactéries, premiers êtres vivants microscopiques, jamais vus par un œil humain. Dans une goutte de sperme, il découvre les spermatozoïdes, résolvant ainsi le mystère millénaire de la reproduction. Tout cela grâce à des morceaux de verre pas plus grands qu'un grain de riz, polis avec une précision telle que leur surface ne présente aucune irrégularité, aucune distorsion. Les siècles qui suivent voient une prolifération d'innovations techniques dans le travail du verre, chacune ouvrant de nouvelles possibilités, créant de nouveaux marchés, transformant notre quotidien de façon qui nous semble aujourd'hui évidente, mais qui représentait à l'époque des révolutions majeures. En 1832, un chimiste français du nom de Lucas de Néhou développe une technique pour créer des plaques de verre parfaitement plates et transparentes en coulant du verre fondu sur une surface de métal poli, puis en le laminant avant qu'il ne refroidisse complètement. Cette technique, perfectionnée au fil des décennies, rend enfin possible la production de grandes vitres de qualité pour les fenêtres, les vitrines de magasins, les serres, transformant l'architecture et l'urbanisme. Les rues des villes modernes changent de visage. Les magasins qui autrefois n'avaient que de petites ouvertures protégées par des volets de bois peuvent maintenant installer d'immenses vitrines où les marchandises s'exposent au regard des passants, créant cette culture de la vitrine, du lèche-vitrine, de la consommation visuelle qui caractérise encore nos centres-villes aujourd'hui. Les gares, ces cathédrales de l'ère industrielle, s'élèvent avec leurs immenses verrières qui laissent entrer des flots de lumière naturelle, tout en protégeant les voyageurs de la pluie et du vent, créant ces espaces aériens et lumineux qui symbolisent le progrès et la modernité. Le Crystal Palace, construit à Londres en 1850 et un pour la Grande Exposition universelle, représente l'apothéose de cette architecture de verre et de fer.
Imaginez cette structure colossale, longue de plus de 500 mètres, couvrant une superficie de plus de 90 000 mètres carrés, entièrement construite en fonte et en verre, près de 300 000 panneaux de verre maintenus par une structure métallique arachnéenne, d'une légèreté stupéfiante. À l'intérieur, la lumière règne en maîtresse absolue, filtrée par le verre, mais omniprésente, créant une atmosphère presque irréelle, féerique, qui fait dire aux visiteurs qu'ils ont l'impression de se promener à l'intérieur d'un diamant géant. Le verre entre aussi dans nos cuisines, dans nos laboratoires, dans nos hôpitaux, sous forme de bocaux de conservation, de tubes à essai, de fioles, de burettes, de pipettes, de tous ces instruments scientifiques qui permettent de mesurer, de mélanger, de chauffer, de distiller avec une précision impossible avec d'autres matériaux. Le verre est inerte chimiquement. Il ne réagit pas avec la plupart des substances. Il ne donne pas de goût aux aliments ou aux liquides qu'il contient. Il est transparent, ce qui permet d'observer les réactions chimiques ou les fermentations. Il résiste à des températures élevées. Il peut être stérilisé facilement. C'est le matériau idéal pour la science moderne qui se développe au XIXe siècle. Louis Pasteur, dans son laboratoire de l'École normale supérieure à Paris, utilise des ballons de verre à colle de cygne, ces récipients à la forme étrange qu'il a lui-même conçue, pour prouver que la génération spontanée n'existe pas, que les micro-organismes ne naissent pas par magie dans les liquides, mais proviennent de l'air ambiant. Ces expériences, rendues possibles uniquement par la transparence et l'étanchéité du verre, vont révolutionner la médecine en établissant la théorie des germes et en ouvrant la voie à l'hygiène moderne et à la vaccination. Au XXe siècle, le verre continue d'évoluer, de se transformer, de s'adapter aux besoins nouveaux d'une société en mutation rapide. Les chercheurs développent le verre trempé, soumis à un traitement thermique spécial qui le rend 4 à 5 fois plus résistant que le verre ordinaire et qui a cette propriété remarquable de se fragmenter en milliers de petits morceaux, non coupants en cas de bris, au lieu de former de grands éclats dangereux. Ce verre équipe maintenant les pare-brises de nos voitures, les portes de nos douches, les tables de nos cuisines, nous protégeant silencieusement de blessures qui autrefois étaient fréquentes et parfois mortelles. Le verre feuilleté, inventé par accident par un chimiste français, qui laisse tomber un flacon contenant un résidu de nitrate, de cellulose, et s'aperçoit que le verre brisé reste maintenu en place par cette pellicule invisible, devient le standard pour tous les pare-brises automobiles, sauvant probablement des millions de vies au fil des décennies, en empêchant les éclats de verre de blesser les passagers lors d'accidents. La fibre optique, ces cheveux de verre d'une pureté extraordinaire, capables de transporter la lumière sur des dizaines de kilomètres, sans perte significative, révolutionne les télécommunications à la fin du XXe siècle, permettant de transmettre des quantités phénoménales d'informations à la vitesse de la lumière. Internet, cette révolution, qui a transformé notre monde en l'espace d'une génération, repose en grande partie sur des millions de kilomètres de câbles de fibre optique qui courent sous les océans, sous nos rues, dans nos immeubles, portant bits et octets à travers le monde en quelques millisecondes, et tout cela grâce à du verre d'une pureté telle qu'on pourrait théoriquement voir à travers une plaque de ce verre épaisse de plusieurs kilomètres. Mais au-delà de toutes ces innovations techniques, de tous ces progrès matériels, le verre conserve aussi sa dimension artistique, esthétique, poétique. Dans les ateliers d'art verrier contemporain, des artisans perpétuent des traditions millénaires tout en les réinventant pour notre époque. Le verre soufflé à la canne reste fondamentalement le même processus qu'il y a 2000 ans, même si les fours sont maintenant chauffés au gaz ou à l'électricité plutôt qu'au bois, même si les compositions chimiques sont plus contrôlées, même si les outils sont en acier inoxydable plutôt qu'en fer forgé. Un maître verrier d'aujourd'hui, dans son atelier qui pourrait être à Murano comme à Seattle, à Biok en Provence comme à Toyama au Japon, se tient devant son four avec le même respect, la même concentration que ses ancêtres d'il y a 1000 ans. Le verre en fusion brille de la même lumière orange hypnotique, il coule avec la même viscosité épaisse et sensuelle, il répond au même geste, au même souffle, aux mêmes rotations de la canne. Il y a quelque chose d'éternel dans ce processus, quelque chose qui nous relie directement au premier souffleur de verre de l'Antiquité romaine, par-delà les siècles et les continents, et dans les cathédrales médiévales qui ont survécu aux guerres,
aux révolutions, aux reconstructions urbaines, les vitraux continuent de transformer la lumière du soleil en symphonie colorée, projetant sur les dalles de pierre des motifs changeants, qui suivent la course du soleil à travers le ciel. Ces vitraux créés il y a 600 ou 700 ans, par des artisans dont nous connaissons rarement les noms, utilisent des techniques et des recettes qui se sont partiellement perdues, créant des bleus, des rouges, des violets d'une intensité que les verriers modernes peinent à reproduire malgré toute notre science. Le bleu de Chartres, en particulier, ce bleu profond et lumineux, qui semble irradier sa propre lumière, plutôt que simplement la filtrer, reste un mystère partiel. Les analyses chimiques modernes ont identifié les composants, le cobalt principalement, mais la recette exacte, les proportions précises, la température de cuisson optimale, tous ces détails qui font la différence entre un bleu banal et ce bleu miraculeux, se sont perdus avec les maîtres verriers médiévaux qui les gardaient jalousement secrets dans ces cathédrales, entrées par un jour ensoleillé. C'est pénétrer dans un kaléidoscope géant, une boîte de lumière colorée, où chaque rayon qui traverse les vitraux se transforme en un pinceau de couleur pure, rouge rubis, bleu saphir, vert émeraude, jaune topaze, qui vient peindre les colonnes, les voûtes, les statues, les visages des fidèles. Cette lumière n'est pas ordinaire. Elle est transfigurée, sublimée par sa traversée du vert coloré, et elle crée une atmosphère qui élève l'esprit, qui invite à la contemplation, à la méditation, au silence intérieur. Les maîtres verriers médiévaux le savaient intuitivement. Cette lumière filtrée par le vert coloré a un effet sur notre psychisme. Elle nous apaise, nous inspire, nous transporte. La science moderne commence seulement à comprendre pourquoi, comment certaines longueurs d'onde de la lumière affectent notre humeur, notre niveau d'énergie, nos cycles de sommeil. Mais les artisans du Moyen-Âge le savaient déjà, par expérience, par observation, par une sagesse transmise de génération en génération. Aujourd'hui, alors que vous vous enfoncez de plus en plus profondément dans le sommeil, que votre respiration devient de plus en plus lente et régulière, que votre corps tout entier se détend dans une sensation de bien-être parfait, pensez au vert, à cette matière qui a accompagné l'humanité pendant des millénaires, qui a transformé du sable en miracle, de l'opacité en transparence, de l'ordinaire en extraordinaire. Pensez aux innombrables artisans dont les noms sont oubliés, mais dont l'héritage perdure dans chaque vitre de votre maison, chaque écran que vous regardez, chaque bouteille que vous utilisez, chaque lentille qui corrige votre vision ou qui vous permet d'observer les étoiles. Le vert est partout autour de nous, si omniprésent que nous ne le remarquons même plus, et pourtant chaque morceau de verre est un petit miracle, une victoire de l'ingéniosité humaine sur la matière brute, une transformation alchimique qui aurait émerveillé nos ancêtres les plus lointains. Dans sa transparence, il y a une leçon de modestie, car le verre accomplit sa fonction, en se faisant oublier, en s'effaçant pour laisser passer la lumière, pour laisser voir le monde au-delà. Laissez ces images vous accompagner dans vos rêves. Les fours incandescents des ateliers antiques, les bulles de verre qui s'épanouissent au bout de la canne du souffleur, les vitraux qui transforment la lumière en cathédrale de couleurs, les lentilles qui nous ouvrent l'infiniment grand et l'infiniment petit. Sentez la chaleur du four sur votre visage, entendez le souffle régulier du maître verrier, voyez la lumière danser à travers le verre coloré, touchez la surface lisse, votre respiration ralentit encore, devient à peine perceptible, et dans ce quasi-silence intérieur, vous flottez dans un espace de paix absolue, protégé et serein. Le verre, dans toute sa transparence et sa fragilité apparente, possède une force tranquille, une durabilité qui traverse les siècles. Des objets de verre fabriqués, il y a 3000 ans, sont parvenus jusqu'à nous intacts, témoins silencieux d'époques disparues, et ils continueront d'exister bien après nous, portant leur message de beauté et de lumière vers des futurs que nous ne pouvons même pas imaginer. Dormez maintenant, profondément et paisiblement, bercés par ces images de lumière et de transparence, de chaleur et de couleur, de patience artisanale et de miracles quotidiens. Le verre veille sur votre sommeil, dans les fenêtres qui vous protègent du froid de la nuit, dans les ampoules qui éclairent doucement votre chambre si vous en avez besoin, dans les écrans qui se sont éteints pour vous laisser vous reposer, et comme le verre qui, en refroidissant lentement, trouve sa forme parfaite et stable,
vous aussi vous vous installez dans la forme parfaite de votre repos, dans ce sommeil réparateur qui vous attend, profond, calme, régénérateur. Bonne nuit.